Évidemment, les 3/4 des journalistes ont raconté n'importe quoi, mais je crois que c'est ce qu'ils font d'habitude, donc voilà. Myriam, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes née à Paris le 8 décembre 1961 sous le nom de Myriam Szabó, père sculpteur d'origine hongroise, mère franco-hongroise. Alors, ce qui est incroyable, c'est que votre père a eu au moins 25 enfants différents dans des pays différents. Oui, oui, oui. Enfin, on ne sait pas s'il y en a 25, mais on sait, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a 20. Voilà. Alors, vos parents, évidemment, n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. Vous vivez d'abord une enfance nomade avec votre mère, qui vous emmène aux États-Unis jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui. Où aux États-Unis? Detroit. Elle faisait quoi, votre mère, là-bas? Au départ, elle essayait de survivre avec un enfant seul. Et puis ensuite, petit à petit, elle a eu des boulots jusqu'à devenir secrétaire de direction. Et puis, elle s'est mariée. Alors, vous rêvez de devenir danseuse, hein, et votre mère vous inscrit à des cours de danse dès l'âge de 3 ans. Oui. Donc, c'est une vraie vocation, hein. Oui. Retour en France, vous travaillez avec les ballets russes d'Irina Ribina, qui vous fait signer un contrat à 12 ans. Donc, vous étiez quand même assez douée. Oui, j'ai eu un espèce de moment d'illumination comme ça qui a été repéré. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, elle nous a proposé un contrat d'exclusivité. Et j'étais déjà aussi grande que maintenant, donc je passais pour une adulte. Et donc j'ai intégré la compagnie professionnelle à 13 ans. À 14 ans, vous tombez amoureuse d'un voyou. Oui. Pour lequel vous quittez la maison maternelle. Mais bon, il vous maltraite un peu. Beaucoup. Et vous vous séparez. Oui. Mais ça ne vous ramène pas chez votre mère, hein. Non. Dès lors, vous passez votre temps dans la rue, quoi. 3 ans de débrouille, hein. C'était assez terrible, mais en même temps, c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. On croit... En fait, c'est une vie parallèle. Les gens pensent que s'ils s'arrêtent sur un banc et s'assiedent, il ne va rien se passer, mais en fait, il se passe des choses. Et les personnes qui ont le temps et qui sont dans la rue, en fait, communiquent et font des choses. Donc, parfois, des choses qui sont désagréables, mais pas que ça. Donc, j'ai aussi vécu des choses intéressantes. Alors, c'est comme ça qu'un jour, dans la rue, vous achetez un livre à 1 franc qui va changer votre vie. Depuis que j'étais enfant, j'étais très certaine que je cherchais quelque chose. Je savais que je cherchais quelque chose. Et quand j'ai ouvert le livre, je savais que c'était ça. Ensuite, j'ai lu le livre et je comprenais même pas la moitié du livre, mais je savais que c'était ça. Alors, à 17 ans, vous reprenez la danse, vous devenez mannequin, et c'est là que vous rencontrez le célèbre photographe Jean-François Jonvel, qui effectivement a passé sa vie à photographier des adolescentes, et vous devenez sa petite amie. Alors, Jean-François, je l'ai rencontré dans une fête qui était organisée par mon agence, qui s'appelait Mademoiselle. Et ils organisaient des fêtes. À l'époque, je ne comprenais pas très bien, mais maintenant, je sais que c'était un peu des fêtes, à mon avis, pour essayer de faire rencontrer des filles à des garçons. Il y avait souvent Polanski qui était là, d'ailleurs. Et enfin, il y avait plein de gens. Et moi, je n'étais pas très fan de ces fêtes, mais j'y allais un petit peu par obligation. Et justement, comme je m'ennuyais vraiment, Jonvel était drôle, hein. C'était quelqu'un de très rigolo. Et en fait, il m'a fait rire. Il a fait semblant de mettre sa tête dans le congélateur. Et je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui je peux m'entendre ici. Et alors, donc, on a rigolé et on est partis. Et c'est comme ça qu'on est devenus amants. Alors, à l'époque, vous faites du mannequinat, mais en fait, dès que vous avez assez d'argent, vous partez en retraite bouddhiste. À 18 ans, vous faites votre premier voyage en Inde. J'ai été dans le sud, à Delhi, mais ensuite, je me suis arrêtée au Népal, en fait. Je suis restée au Népal. Quand vous devenez vraiment une pratiquante bouddhiste, vous quittez le photographe Jean-François Jonvel parce que vous trouvez que sa vie était trop dépravée, c'est ça? Et je me suis rendu compte que je voulais changer des choses dans ma vie, très fort, de façon très radicale, même arrêter de fumer, arrêter tout, je mangeais plus de viande, etc. Et lui, il faisait un peu les choses que faisaient les gens dans ce milieu-là à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas si maintenant c'est pareil. Il y a des chances. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne veux plus te voir parce que tu as une mauvaise influence sur moi. Il vous en a voulu? Il était fâché, oui. Il est fâché. Alors c'est là qu'une société d'affichage qui s'appelle Avenir demande à son agence de publicité CLM BBDO une campagne pour démontrer qu'elle garantit les dates de pose de ses affiches. Et le concepteur-rédacteur de l'agence CLM BBDO, Pierre Berville, trouve une idée. Le 2 septembre, j'enlève le haut, et là, on voit une fille les seins à l'air. Puis le 4 septembre, j'enlève le bas, et là, on voit une fille nue, mais de dos. Voilà. Alors, Jonvel et ce Pierre Berville, donc concepteur-rédacteur, choisissent un premier mannequin, mais son père ne veut pas. Ils choisissent un deuxième mannequin, mais son petit ami ne veut pas.
Et en désespoir de cause, Jonvel, qui vous avait pas pardonné de l'avoir quitté, finit par se résigner à vous appeler. Voilà, c'est comme ça que vous êtes sur l'affiche. J'étais déjà dans le casting depuis le début. Et je suis presque certaine que Jean-François Jonvel a essayé de bloquer mon passage parce qu'en fait, il voulait me prendre depuis le début. Ouais. Et moi, je voulais le faire, pas pour l'affiche, parce qu'en fait, ça m'était un peu égal, cette affiche. On ne se doutait pas que ça aurait autant de succès, mais parce que j'avais besoin de l'argent pour faire une retraite. Ouais. Et donc, on a bloqué ma candidature, et puis finalement, ils ont fini par me prendre. Ouais. Ouais. C'est vrai que vous êtes plus préoccupé à l'époque par votre quête spirituelle que par votre métier de mannequin. Vous signez un contrat sans le lire, en fait, à ce moment-là. On ne se doutait pas, hein, ouais. Donc je ne pense pas qu'eux se doutaient non plus du succès que l'affiche aurait. Et moi, j'étais en train de faire un travail normal comme un autre. Ouais. Et effectivement, j'ai signé un forfait pour 3 villes de France. Ouais. Là aussi, mon agence ne m'a pas défendue, mais moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sous les tables et tout. J'en sais rien, je ne sais pas. Alors, à peine les affiches collées, évidemment, les médias s'emparent du phénomène. Myriam devient un événement. Les féministes se déchaînent, à commencer par Gisèle Halimi, par Yvette Roudy. Certaines municipalités font caviarder les affiches en collant des papiers par-dessus. Voilà. Sur les fesses. C'est fou, sur les fesses, oui. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est mignon. Alors, la polémique enfle. Tout le monde ne parle que de ça. Mais vous, à l'époque, vous êtes dans une grange que vous avez achetée dans les Pyrénées pour faire votre méditation. Il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone. Et donc, c'est par un télégramme que vous apprenez le succès de cette campagne de pub. Oui, en fait, un copain dans les montagnes me dit « Je crois qu'on parle de toi à la télé ou à la radio. » Je lui dis « Mais non, tu délires. » Et ensuite, j'ai reçu un télégramme, effectivement, et j'ai dû descendre au hameau, convaincre une paysanne de me laisser faire un appel en PCV. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est fou. Maintenant que je réfléchis un petit peu à ça, je crois que c'est parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses, justement, dans les rues, et puis aussi notre vie de famille n'avait pas été facile. J'ai vu vraiment beaucoup de choses assez terribles. Et donc, pour moi, c'était plus important de donner un sens à ma vie que d'être connue ou pas connue. Alors, vous rentrez à Paris, et là, les demandes d'interview pleuvent. Vous faites attention d'ailleurs de faire de la radio, de la presse écrite, mais pas de télévision. Oui, je ne voulais pas être connue dans la rue. Et vous devenez instantanément célèbre. Quelles ont été les réactions de votre entourage au moment de cette célébrité? Comment réagit votre mère, par exemple? Je crois qu'elle était contente. Ouais. Et votre père, vous étiez en contact avec lui à ce moment-là? Mon père, j'étais en contact sporadique avec lui depuis toujours, et je crois que lui, il n'a pas dû s'en rendre compte. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Il s'en est foutu. Par contre, il y a une chose intéressante, j'ai connu un de mes frères comme ça. Ah bah oui, il y en a tellement. Et les bouddhistes, ils ont réagi comment? Et je sais qu'ils chuchotaient à mon sujet, mais une chose que j'ai su par la suite, c'est que les jeunes, donc de 10 ans, 9-10 ans, ils ont dit elle est folle d'être ici au lieu de faire du cinéma. Alors, vos relations avec les médias sont bien passées? J'ai tout de suite compris qu'on était en train de me prendre pour un produit et que ça n'avait pas vraiment d'incidence réelle. Et évidemment, les 3/4 des journalistes ont raconté n'importe quoi, mais je crois que c'est ce qu'ils font d'habitude, donc voilà. Vous avez gagné de l'argent avec cette histoire? J'ai gagné juste le forfait et je ne me souviens plus de la somme. Pas énorme, quoi. Non, c'était pas énorme. Non, j'aurais pu gagner de l'argent, c'est sûr. J'aurais pu gagner de l'argent, j'aurais pu me plaindre, j'aurais pu faire des procès. Je pense que aussi, je n'avais pas envie de me mettre là-dedans. J'étais trop heureuse de faire une recherche, et cette recherche, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin d'être tranquille. Je m'en foutais de la télé et des journaux. Voilà. Est-ce que ça vous a amené des rencontres amoureuses, Myriam? Non, pas que je me souvienne, non. Ça vous a pas permis de rencontrer l'homme de votre vie, par exemple? Non, moi j'ai rencontré, disons, un des hommes importants de ma vie dans le bouddhisme, pas du tout à cause de l'affiche. D'accord, oui. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Mais c'est quand j'étais dans les montagnes, dans les meilleurs moments de l'époque de l'affiche. Et le pire moment? Je n'ai pas le souvenir d'un moment particulièrement désagréable, non. Alors ensuite, effectivement, malgré les propositions, notamment au cinéma, vous privilégiez votre quête spirituelle et vous choisissez de partir en retraite dans une forêt des Alpes de Haute-Provence où vous resterez 1 an. Oui.
Ah ouais. Sérieux quand même. Encore maintenant, je peux dire que c'était la plus belle année de ma vie. Et donc, je pratiquais de 4 h du matin jusqu'à environ 11 h minuit tous les jours. Vous finirez par vous retirer complètement de votre vie professionnelle, par vous consacrer exclusivement à l'étude du bouddhisme et à la langue tibétaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous savez que toutes les études qu'on fait dans le bouddhisme, ce sont des entraînements d'esprit. En fait, c'est pour se comprendre soi-même, c'est pour pouvoir entrer en amitié avec soi-même et éventuellement améliorer sa façon d'être en relation avec le monde. Et c'est vrai que c'est efficace. Enfin, ça prend une vie quand même de se corriger, donc... Oui, mais puisqu'on est là, ça prend une vie de vivre. On meurt guéri, mais on a passé sa vie à se soigner, finalement. Écoutez, franchement, à quoi ça sert la vie? Ça sert à faire un métier, ça sert à gagner de l'argent, ça sert éventuellement à faire une famille. Ouais. Mais si on n'est pas bien, à quoi ça sert d'avoir une famille et d'avoir un métier et de gagner de l'argent? À rien du tout. Alors, quand même, vous êtes très bouddhiste, hein, parce que même votre mari, qui était bouddhiste, que vous aviez épousé en 85, lui aussi, il finira par plus supporter vos retraites, quoi. Ce qui veut dire quand même que vous êtes une jusqu'au boutiste de la retraite, quand même. Oui, mais je suis aussi, à l'origine, quelqu'un... bon, je le suis encore, mais je suis quand même quelqu'un avec un caractère assez impulsif. Et j'étais fort, justement, partagée entre une vie de famille et mes retraites. Ouais. Et donc, nous, on est toujours restés très proches et très amis. Ouais. En fait, on ne s'est pas disputé. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais plus là, il a été avec quelqu'un d'autre. Alors, vous n'êtes pas nostalgique de cette célébrité que vous avez acquise à l'époque de Myriam, de l'affiche? Non, j'ai jamais été... Non, j'ai jamais eu ça. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'aurais aimé rencontrer Chogyam Trungpa qui avait écrit ce livre et qui est décédé avant que j'ai l'idée d'aller le trouver. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Tout le monde en a parlé. Bonne réponse. En tous les cas, ça vous fait du bien, le bouddhisme. Dis donc, vous êtes une publicité vivante, peut-être pas pour l'afficheur Avenir, mais en tous les cas pour le bouddhisme. Vous avez l'air d'avoir une espèce de patate, de paix intérieure, un sourire magnifique. Merci, c'est gentil. Vraiment, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Myriam. Merci beaucoup, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.